Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce séminaire des rencontres extra en Île-de-France. Je me présente, je suis David Dufourc, le directeur de l'accompagnement des employeurs de la CEPAM des Yvelines, et j'ai le plaisir donc de vous accueillir pour ces rencontres extra en compagnie donc de plusieurs invités que je vous présenterai très bientôt. Il s'agit donc d'un renouveau, puisque c'est la première animation que l'on fait depuis l'épisode post-Covid. Et donc, on a plaisir de vous retrouver sur un sujet d'importance qui vous concerne bien évidemment en premier chef. Et nous serons accompagnés pour ce webinaire de nos collègues donc, de la MSA et de l'URSSAF, et bien évidemment, j'en doute pas, d'autres collègues des CEPAM qui seront aussi intéressés par cette présentation. Une présentation où nous avons donc le plaisir aussi d'accueillir des représentants de Net Entreprise, à qui je cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur Dufour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vois que les premiers ont bien évidemment trouvé comment utiliser le chat pour nous dire bonjour. Je vous en remercie, on vous salue tous. N'oubliez pas que vous avez un onglet questions pour poser des questions parce qu'on ne pourra pas suivre dans le chat les éléments que vous allez pouvoir nous produire. Donc, je suis très heureux de vous retrouver après ces 10 premières années de mise en place de la DSN pour faire un petit point et puis surtout essayer de vous mettre en avant quelques trucs et astuces puisque la meilleure utilisation est de Net Entreprise et de la DSN et la juste entrée de toutes les données à l'intérieur des organismes de protection sociale, c'est le pari pour les années qui viennent. Et vous n'êtes pas sans voir et assister tous aux modifications réglementaires qui se mettent en place et du coup, on va pouvoir éventuellement aborder le sujet pour cette entrée en DSN. Alors, on va faire, je vais à titre personnel. Donc, je suis Didier Kuhn, je travaille au GIP MDS sur Net Entreprise. J'ai été, il y a quelques années encore, appelé un évangéliste de la DSN, donc pour la présenter et la mettre en avant. Et je suis accompagné par Alexia, qui est, si la caméra est ouverte, donc qui est avec moi, Alexia Martin, qui est du GIP aussi, et avec qui va pouvoir répondre à vos questions dans la partie des questions. Alors, Net Entreprise, l'organisation et le fonctionnement. On a au niveau du GIP une ambition, c'est simplifier la collecte des données sociales. Alors, pour beaucoup, la simplification, c'était faire moins. Donc, du coup, beaucoup ont été déçus parce que c'est pas faire moins, c'était faire autrement et surtout limiter les risques d'erreur, les risques de difficultés de transmission. Donc, simplifier la collecte des données sociales en développant des services numériques qui soient utiles. De la même façon, on a aujourd'hui un niveau de qualité au niveau d'Internet qui est très élevé. Ce n'est pas celui qu'on vous offre sur Net Entreprise parce que pour Net Entreprise, comme pour la DSN, on a pour mission de permettre à tous de se connecter et de l'utiliser, y compris ceux qui ont les liens technologiques les plus faibles ou les logiciels de paye les plus, je ne sais pas si on peut dire basiques, que tout le monde sait bien, si je dis que la paye est basique, vous allez me lancer des cailloux, donc je n'ai pas envie. Ce n'est pas basique du tout, mais les plus simples possibles. Il y a des plans de paye qui sont simples. Et donc, du coup, tout ce qui est vidéo, interactive ou autre, on ne le met pas parce que ça serait consommateur technologiquement de trop de choses et ne permettrait pas de faire les choses correctement pour vous. Et puis, notre savoir-faire, c'est de croiser des systèmes d'information et des data. La mise en place de la déclaration sociale nominative a permis le déploiement du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et puis on se dirige, vous allez le voir pendant la présentation, dans l'avenir sur d'autres sujets que permettent cette collecte unique à l'issue de la paye des données qui sont à l'intérieur de vos logiciels de paye. Donc, on a une plateforme qui est en constante évolution. Vous avez eu l'occasion déjà à plusieurs reprises de voir cette forme qui bougeait, tout en essayant de garder les grandes lignes. Par exemple, le triplet, le nom, prénom, SIRET, mot de passe qui vous permet d'accéder à Net Entreprise, et puis le système des petites icônes qui, normalement, vous aide à guider au mieux. On est aujourd'hui à plus de 90% de déclarations sociales nominatives en mode API, c'est-à-dire en transfert direct de votre logiciel de paye au système d'information, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin
en amont de la DSN ou au moment de la transmission de la DSN de venir sur Net Entreprise, mais on vous invite à y venir après puisque vous pouvez consulter le tableau de bord. Pour y accéder, justement, il y a deux rôles qui sont majeurs. Le rôle de l'administrateur qui est aussi déclarant et le rôle déclarant. À la base, le rôle d'administrateur, c'était la première personne qui s'inscrivait à Net Entreprise. On lui donne du coup l'ensemble des droits d'accès, de modification, d'inscription et de déclaration. Et puis, sont venus se rajouter des collaborateurs et du coup, l'administrateur a délégué à ses déclarants des capacités, soit sur certaines déclarations, soit avec certains éléments. La bonne question, c'est dans le rôle de l'administrateur, qu'est-ce qui est important? Donc, je vous le mets ici. Vous allez pouvoir récupérer le support dans la présentation et sinon, vous l'aurez dans un petit, avec le petit onglet Apps qui est en bas, A2PS avec 3 petits points. On va vous le mettre, on va vous le télécharger à cet endroit-là au milieu de la présentation. Donc, le rôle de l'administrateur, en gros, il fait tout, avec une particularité qui nous intéresse vraiment au niveau de Net Entreprise et de la DSN, c'est que c'est la personne qui est en capacité de voir tous les retours qui sont transmis pour tous les acteurs. C'est une grosse différence parce que le déclarant ne peut voir que ce à quoi il a été habilité, ce pour quoi on lui a donné des droits. Donc, du coup, vous avez, pour certains, des problèmes et des difficultés en disant « mais je ne vois pas, mon collègue est parti en congé, je ne vois pas ce qu'il a, les CRM qu'il y a eu sur la DSN qu'il a transmise. » Malheureusement, seul l'administrateur a la possibilité, en plus du déclarant, d'accéder à ces retours. C'est des choses qui sont imposées par le RGPD et qui vous protègent en grande partie de ce qui pourrait se passer. Alors, première petite astuce, êtes-vous l'administrateur ou non? Si vous êtes l'administrateur, quand vous accédez à votre menu personnalisé, vous avez ces 3 colonnes. Vous avez votre espace entreprise. Si votre espace entreprise ne s'affiche pas, c'est que vous n'êtes pas l'administrateur. À ce moment-là, vous recommencez à ramasser les cailloux pour m'en envoyer en disant « et alors, une fois que je sais que ce n'est pas moi l'administrateur, qu'est-ce que je peux faire ?» Est-ce que vous pouvez faire, et c'est une nouvelle petite ruse qu'on vous met à disposition, vous allez cliquer sur votre compte, le petit rectangle jaune qui est en haut de votre page d'accueil, et quand vous cliquez sur votre compte, sous vos yeux ébahis, vous voyez apparaître les coordonnées, alors bien évidemment on les a cachées, les coordonnées de l'administrateur chez vous avec son adresse mail et la possibilité de lui envoyer un message. C'est vraiment important parce que si vous vous apercevez que l'administrateur est toujours à l'intérieur de l'entreprise, bien évidemment, on va pouvoir créer des nouveaux administrateurs, on va pouvoir s'inscrire, il va pouvoir inscrire l'entreprise à d'autres déclarations ou d'autres formalités. Si par contre vous apercevez que c'est quelqu'un qui n'est plus à l'intérieur de l'entreprise et qu'il n'y a pas d'autre administrateur, vous avez sur Net Entreprise une fiche consigne qui vous donne les modalités pour aller vous connecter sur un lien pour créer un nouvel administrateur. Alors, le premier des rôles de l'administrateur, j'allais vous dire, c'est de déléguer. Non, c'est de faire les déclarations et de bosser, mais dès qu'il y a besoin, effectivement, il va falloir déléguer. Alors, à qui on délègue? Donc, on va créer un collaborateur et vous avez effectivement créé ou supprimé un collaborateur sur la petite case, donc vous cliquez dessus. Et vous avez la possibilité de cliquer sur le plus nouveau déclarant. Alors, il n'est pas entouré de rouge. Là, on l'a entouré de rouge pour que vous puissiez le voir. Ne cherchez pas quelque chose qui serait entouré du rouge. Vous allez pouvoir effectivement créer ce collaborateur. Le moment important, excusez-moi, j'ai eu un blanc juste avant, c'est le moment important quand vous créez le collaborateur, c'est vraiment de mettre une adresse mail qui marche, une adresse mail qui va être la sienne de préférence, parce qu'on va lui envoyer tous les éléments de connexion sur son mail. S'il n'y a pas effectivement d'adresse mail ou si l'adresse mail est mal renseignée, on ne peut pas transférer les droits, on ne peut pas transférer les éléments pour qu'ils puissent se connecter. Et puis, vous avez le choix du mode d'affectation pour les habilitations. Soit c'est manuel, soit c'est automatisé, soit c'est automatique par batch en fonction de la taille de l'équipe qui va faire les déclarants. Une fois que vous avez défini qui déclare, vous allez dire, lui, il va falloir qu'on supprime parce qu'il s'en va. À ce moment-là, vous avez la petite icône poubelle. On est vraiment plus simple. C'est pas très humain, mais au moins c'est pratique et on comprend tout de suite. C'est pour supprimer un profil, donc on jette le profil. Avec, attention, à nouveau, un problème. Si vous supprimez un collaborateur, avec lui disparaissent les habilitations auxquelles il était inscrit. Donc, tout ce qui est droit, archive ou autre va être supprimé en même temps. Donc, quand vous supprimez un collaborateur, assurez-vous que vous n'allez pas effectivement
le mettre directement, le jeter avec tout. Donc, il faut transférer sur le nouveau les habilitations qui ont été données. Et du coup, je pense que j'ai explosé les diapositives et je suis passé… Non, je ne suis pas passé 2 sur 3, 3 sur… Voilà, 4 sur 5. Non, donc sur la suppression. Donc, vous avez effectivement 2 méthodes à ce niveau pour transférer les droits déclaratifs sur le nouveau. Soit vous le faites effectivement de façon manuelle, soit vous le faites en direct, c'est-à-dire que vous avez les 2 noms et vous allez sélectionner les 2 en disant bah, je veux passer les droits de tel déclarant sur tel nouveau déclarant. Une fois donc qu'on a déclaré, qu'on a vu qui pouvait ou ne pouvait plus, on va dire comment. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il va pouvoir déclarer. Et vous allez gérer les déclarations. Pour ça, vous allez cliquer sur la petite pile qui est là. Ça va vous déplier la liste des déclarations. Et là, à nouveau, 2 méthodes. Soit vous faites du cliquer déposer de la colonne gauche, liste des déclarations disponibles, à la colonne droite, liste des déclarations sélectionnées. Ou alors, vous sélectionnez, vous utilisez les petites flèches. Après, ça, c'est une question de technique. C'est vous qui voyez ce qui est le mieux. Et puis, apparaît à nouveau ce fameux petit bouton validé que vous avez quasiment partout. À chaque action que vous faites sur Net Entreprise, on vous demande de confirmer l'action. Donc, vous devez cliquer sur le petit bouton qui est à votre disposition de façon à nous assurer que c'est un choix que vous avez fait. Sinon, vous pouvez annuler, revenir en arrière, recommencer si ça ne correspond pas à ce que vous voulez, effectivement. Vous voyez ici les boutons, c'est transférer en masse, retirer en masse, transférer ou retirer, puisque dans les déclarations sélectionnées, quand vous faites le profil d'un déclarant, vous pouvez très bien, effectivement, enlever des déclarations qu'il avait en portefeuille parce qu'elles vont être confiées à quelqu'un d'autre et transférer des nouvelles et lui attribuer de nouvelles. Ensuite, donc, on a vu qui déclare, on a vu quoi déclarer. Maintenant, on voit ce que je vous ai dit tout de suite, comment déclarer. Et là, on va gérer ce qu'on appelle les habilitations. La gestion des habilitations, elle se fait sur la base des déclarants et donc, bien évidemment, dans un choix de déclaration. Donc, vous voyez apparaître ce petit fichier. Vous avez juste à cocher ou décocher les cases pour les ramener. Je prends un peu de temps pour vous le redire. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une évidence. On se rend compte au fur et à mesure des webinaires et des questions qui sont posées que finalement, ce n'est pas si évident que ça. Donc, le petit support, ce que je vous invite à faire, c'est à le télécharger quand on aura fini la réunion, de façon à ce que vous puissiez l'avoir sous la main. Parce que quand une situation identique à celle-ci va vous être proposée, vous aurez le mode d'emploi et vous allez gagner énormément de temps. Alors, Net Entreprise, ça fonctionne effectivement pour les cas simples et pour les petites entreprises, mais ça fonctionne aussi pour les grands comptes, les holdings ou les très grosses entreprises, et puis ce qu'on appelle les tiers déclarants, majoritairement les experts comptables, qui font un peu plus de 40% des DSN, du total des DSN, ça passe par des experts comptables, mais il y a aussi tous les sirons qui déclarent pour un autre siron. Pour nous, c'est un tiers déclarant. On a le cas, par exemple, de certaines entreprises qui partagent des salariés et qui, du coup, confient à l'une des 2 ou 3 entreprises la charge déclarative pour la totalité du contrat, et donc, de la totalité des heures, et donc les différents contrats en fonction des sirettes. Alors, quand on est effectivement dans le cadre d'un grand compte ou d'un cabinet d'experts comptables, enfin d'un tiers déclarant, on vous propose une série de questions parce qu'en fonction des réponses que vous allez apporter, ce que vous allez avoir à déployer derrière va changer. L'arrivée d'un collaborateur, il vient pour faire quoi? Quel va être son périmètre déclaratif en termes soit de clientèle, soit de déclaration? Et puis, est-ce qu'il s'agit d'un remplacement d'un collaborateur? Puisque je vous rappelle que pour transférer les droits d'un collaborateur ancien ou d'un collaborateur toujours en place, mais qui fait transférer un portefeuille ou des déclarations à l'intérieur d'un portefeuille, il faut le faire avant de supprimer chez celui qui ne le fait plus. Départ d'un collaborateur, est-ce que l'accès à son compte a été bloqué? Je vous rappelle qu'à partir l'accès se faisant avec les triplés, nom, prénom, mot de passe et SIRET, si la personne conserve son accès, il peut effectivement continuer à faire des actions sur Net Entreprise en votre nom. Son périmètre doit-il être transféré? On revient à la question d'auparavant pour pouvoir pour pouvoir transférer les droits réels dessus. Et puis, les historiques ont-ils été enregistrés? On ne conserve sur Net Entreprise que 3 mois d'historique et c'est à vous, effectivement, de les télécharger et de les archiver.
Et puis, autre cas, c'est l'ajout d'un SIRET, que ce soit dans le cadre d'une modification ou dans le cadre de l'acquisition d'un nouveau client pour les tiers déclarants ou simplement pour un lien commercial ou un lien financier qui s'est établi entre deux entreprises dont une prend les déclarations sociales pour l'autre. Quelles sont les déclarations qui devront être transmises? Il y a la DSN, mais il reste encore des déclarations qui sont connexes, voire qui se font ce qu'on appelle en B2B, c'est-à-dire directement entre l'entreprise et l'organisme qui en a besoin. Par quel déclarant? Qui va prendre en charge? Et surtout, est-ce qu'il y a d'autres SIRET qui doivent être ajoutés, puisqu'on va proposer des gestions par batch. Donc là, vous allez avoir, pour le système des grands déclarants, on a repris le même cheminement avec l'arrivée d'un nouveau collaborateur, avec les informations qui sont relatives à ce déclarant, les habilitations, comment est-ce qu'on les affecte? Alors, est-ce qu'on les affecte effectivement manuel en les faisant au cas par cas, ou alors est-ce qu'on le fait de façon automatique en copiant les habilitations d'un autre déclarant qui est déjà existant? Ces deux transmissions sont faites de façon transparente pour vous. Le départ du collaborateur, on repose la même question, de qui il s'agit, quel est le déclarant qu'on doit supprimer, et puis le choix du mode de suppression du déclarant. N'oubliez pas que l'on fait toujours une transmission des habilitations et des archives sur soit un nouveau salarié, soit sur un autre salarié qui était déjà dans l'entreprise. Dernier cas, les ajouts des SIRET. Vous avez donc effectivement la possibilité de les intégrer à l'intérieur de portefeuilles, puisque les cabinets comptables, beaucoup de cabinets comptables et de grosses entreprises aujourd'hui gèrent le social par des portefeuilles. Vous ajoutez le SIRET avec une petite précision. Si vous avez un nombre important de SIRET, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de masse. N'oubliez pas le petit outil qui permet, pour la DSN, qui est à destination de la DSN, mais qui va être intéressant pour tout, qui est l'outil de contrôle SIRET qui vous permet, c'est un tableur Excel, de taper simplement le numéro de SIRET, de l'envoyer, d'avoir en retour l'information, de savoir s'il est déjà connu ou pas. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, à partir de demain, effectivement, une gestion des habilitations qui va être simplifiée. On va avoir un état des lieux du compte qui va être amélioré. On va avoir l'ajout de SIRET qui va être simplifié. Vous savez qu'on est aujourd'hui avec, enfin, c'est pas nous d'ailleurs, les CFE, le nombre de CFE restreint et tout va se faire sur la base d'un guichet unique. Donc, bien évidemment, la gestion des SIRET va en être simplifiée par une base unique qui va tous les reprendre ensemble. Du temps de traitement qui va être amélioré. On est aujourd'hui sur une base de plusieurs millions de déclarants, puisque à partir du moment où vous avez une action depuis une connexion depuis un triplet, on doit garder, nous, le compte actif pendant 3 ans. Donc, on se retrouve effectivement avec une base de données qui est à plus de 9 millions de données pour plus de 3 millions d'inscrits, sachant qu'il y a 2 millions d'entreprises et qu'on est bien en deçà normalement, sauf qu'à chaque fois que vous venez vous connecter, on va taper dans cette base de 9 millions de critères pour pouvoir savoir si c'est mis en place ou pas. Donc, quand on va faire les purges nécessaires et qu'on va pouvoir réactiver les comptes, on va effectivement gagner beaucoup de temps sur le traitement. Et puis, un choix d'habilitation qui va être mieux structuré. On travaille aujourd'hui à la création de packs ou de paquets ou de bouquets. Après, on peut, en fonction soit des professions, soit des secteurs d'activité, de façon à vous proposer un bouquet d'éléments qui va vous intéresser. En même temps, on va avoir un module de notification qui va permettre de consulter les événements DSN, les taux ATMP, les effectifs sur un seul endroit. Et d'ailleurs, on travaille en ce moment à la mise en place des comptes rendus métiers des CRM de la DSN normalisés, écrits avec la même langue depuis tous les organismes, et puis sur un format qui soit lisible par tout le monde. Une gestion de déclarants simplifiée, parce que ce que je vous disais, sauf que là, on va gérer l'arrivée et le départ de collaborateurs de bout en bout, c'est-à-dire sur un seul écran et non plus en passant par des écrans en tout, avec des multiples réponses. Une nouvelle ergonomie et de nouvelles fonctionnalités pour le tableau de bord DSN. Ça, c'était un projet qui était pour cette année, tout comme le tableau de bord net entreprise toujours plus intuitif, sauf qu'avec l'ensemble des mises à jour, les nouveautés réglementaires qui ont été mises en place, le projet d'améliorer l'ergonomie ou la simplicité va y passer
derrière la nécessité de conserver un canal déclaratif hyper efficace et toujours disponible, et bien d'autres surprises. Pour la seconde partie, je cède la parole à mon collègue de la CEPAM des Yvelines, Sébastien Pelletier, qui peut reprendre la main derrière moi. Merci beaucoup Didier. Bonjour à tous, Sébastien Pelletier, je suis délégué à l'assurance maladie pour la Caisse des Yvelines et c'est moi qui vais continuer la seconde partie de la présentation. Donc à présent, avec ce que Didier a pu vous présenter, on va rentrer un peu plus en détail concernant la DSN à proprement parler. Donc pour rappel, au niveau du contexte, le principe de la DSN est de fluidifier les échanges entre les entreprises ainsi que les différentes administrations. Elle découle de la loi de la simplification de 2012. La volonté de la mise en place de la DSN était simplement de faire un seul échange au niveau des éléments de paye au fil de l'eau, pour avoir le réel reflet, pour que les saisies de la paye soient moins chronophages, pour que vous, entreprise, et nous, en fait, administration, on puisse tout simplement échanger de manière plus simple et plus rapide. Donc, maintenant que le contexte est posé, on va passer sur la construction nécessaire et collective, en fait. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, l'ensemble des organismes qui travaillent avec les informations liées sur l'envoi en fait, de la DSN sont représentés sur cette slide. Pour que ça soit un petit peu plus parlant pour tout le monde, on va tout simplement vous montrer, un petit peu comment ça se décante. Quand on compile l'ensemble des anciennes déclarations, comme vous pouvez le voir à l'image, on parlait de, selon les cas de figure, en fait, de 70 déclarations qui étaient faites par les entreprises et qui étaient tout simplement dispatchées, aux différentes administrations, pas forcément par le même canal, pas forcément à la même adresse, ainsi que le délai, certaines déclarations se faisaient au trimestre. Là, vous pouvez tout simplement synthétiser toutes ces déclarations que vous avez pour habitude, pour la plupart d'entre vous, depuis 2017, à modifier votre manière de travailler, comme Didier vous l'a expliqué un petit peu précédemment, et tout se compile informatiquement sur un même réseau, et c'est là, pour le coup, c'est directement les administrations qui vont récupérer les informations qui sont nécessaires pour eux. Tout en sachant que depuis 2022, la fonction publique est à son tour entrée en DSN, donc on a la majeure partie de l'ensemble en fait des structures qui sont déjà en DSN. Bon, même si pour la plupart d'entre vous, vous êtes passé en DSN en 2017. Donc comme vous pouvez voir à l'image, c'est un petit peu ce que je vous expliquais. Donc, en haut à gauche, en fait, vous aviez auparavant la fiche de paye ainsi que le logiciel qui éditait le salaire avec les différentes grilles et les différentes cotisations qui devaient être déclarées et dispatchées dans les différents organismes. Maintenant, vous voyez sur directement l'image du bas, le logiciel de paye qui synthétise la paye et qui directement va envoyer un flux sur un serveur qui va directement dispatcher aux organismes les éléments qu'ils ont besoin pour directement puissent intervenir dans leur secteur d'activité. On reste en fait sur une illustration de ce que je vous expliquais, donc, mais là on va parler plus particulièrement pour le coup des événements en entreprise. Auparavant, je vous ai synthétisé un petit peu comment vous travaillez en paye et comment vous établissez votre paye. Maintenant, on est bien conscient qu'au cours en plein milieu de mois, ils peuvent avoir des événements. La fin d'un CDD, un arrêt de travail, mater, pater, une reprise de travail anticipée ou tout simplement quelqu'un veut revenir avant la fin de son arrêt. Tous ces événements-là doivent être inscrits de toute façon en la paye puisque cette variable doit être prise en considération quand vous allez l'établir. Donc, au niveau en fait de ce signalement d'événements, vous allez aborder tout simplement les événements qui arrivent dans l'entreprise en faisant directement ces signalements depuis votre logiciel en machine to machine ou quand vous allez faire votre dépôt sur Net Entreprise. Le signalement d'événement, il doit être transmis dès le départ du salarié avec le calcul du solde de tout compte dans les 5 jours maximum. Ça, c'est acté, mais ça concerne plus le Pôle emploi où malheureusement, nous n'avons pas réussi à avoir un intervenant aujourd'hui, donc je n'ai pas étayé ce sujet-là. Au niveau de l'arrêt de travail, le signalement d'événement doit être transmis dès la prise en compte en paye afin de garantir les droits des salariés. Et là, je parle plus particulièrement des entreprises qui ne maintiennent pas le salaire. Il y a vraiment en fait
une obligation et une idée dans cette loi de simplification de 2012 d'un volet social pour s'assurer que la personne qui a cotisé puisse bénéficier des prestations et qu'elle ne soit pas en rupture et qu'il y ait des problèmes financiers qui en découlent derrière. L'assurance maladie, de toute façon, elle sera très vigilante au délai que vous allez nous envoyer ces éléments-là, puisque tout simplement, nous, on a quand même pour objectif de payer le plus rapidement possible les prestations et on a à cœur de cette mission. Donc, dans la majorité des cas, passez votre social dès que vous le pouvez, puisque de toute façon, ça va avoir un impact en paye quand vous allez saisir toutes les informations au dépôt en fait de la DSN du mois d'après. Et aussi avoir tout simplement le réflexe quand vous avez un salarié qui va tout simplement revenir avant la fin de son arrêt, nous le signaler parce que si le paiement a déjà été programmé, il va avoir un échéancier. Ce qui dit échéancier dit paiement automatique, tout en sachant que derrière, nous, on va devoir faire une créance puisque de toute façon, il va y avoir une incohérence au niveau de la paye. Donc ça vous fera plus de travail pour vous comme pour nous. En image, un petit peu, c'est comment en fait le circuit, un peu un mode opératoire qu'on a synthétisé, comment vous allez tout simplement en fait déposer votre DSN mensuel. Vous avez votre déclarant qui tout simplement va saisir sa paye, qui va monter le fichier DSN, soit qui va être déposé en machine to machine ou tout simplement manuellement sur le site Net Entreprise. Bien évidemment, quand vous avez figé votre paye, vous allez faire un test via l'outil DSN Val, qui est un outil qui est gratuit, à disposition de toute façon sur Net Entreprise, où vous allez tout simplement déposer la paye et le principe est un peu comme une moulinette qui va tout simplement détecter les incohérences ou les erreurs qu'il pourrait avoir si vous déposez tout simplement votre fichier en état. Vous faites votre paye, vous utilisez DSN Val. Il y a aussi plusieurs éditeurs logiciels qui ont des outils de pré-contrôle. De toute façon, ce genre de solution est disponible pour le plus grand nombre. Dès lors que pour vous, DSN Val vous a pointé les incohérences et qu'ils ont été régularisés, vous faites le dépôt. Vous allez directement voir au niveau du tableau de bord, comme Didier vous l'a expliqué, si pour vous tout est conforme, puisque nous, de toute façon, en plus du compte rendu métier que le tableau de bord, ça sera le seul canal qui va nous permettre de vous contacter et vous dire il y a telle ou telle incohérence. Donc le meilleur réflexe, c'est DSN Val, regarder les comptes rendus et aller sur tout simplement en fait, le tableau de bord qui va vous permettre de voir si tout est conforme et pas repasser derrière s'il y a une incohérence. En, en image, en fait, vous allez voir un petit peu comment la DSN doit être déposée. Donc, état de prise en compte, le certificat de conformité qui va vous permettre, ce que je vous expliquais un peu précédemment, qui va vous permettre tout simplement de voir si la DSN est conforme. Vous allez avoir directement le bilan d'anomalie et très important, bien évidemment, le compte rendu métier qu'on appelle CRM, qui va tout simplement vous permettre de vous garantir la fiabilité de ce qui a été déposé. Puisque la DSN, si vous ne regardez pas, le tableau de bord peut très bien vous dire que votre fichier est valide, vous le déposez, mais c'est le même principe que quand vous envoyez en fait un courrier en recommandé, vous recevez de l'accusé réception qui vous dit comme quoi on a bien reçu votre courrier, mais ce n'est pas pour autant ce que vous avez mis dedans est conforme à la réglementation ou ce qui est demandé par l'organisme en question. Donc le compte rendu, je ne peux pas être plus clair et excusez-moi de radoter, c'est vraiment en fait un outil essentiel pour votre paye pour vous éviter derrière du temps et des tâches à faire en doublon. Et bien évidemment aussi, depuis le tableau de bord, il vous est accessible l'application BPIJ qui est aussi accessible depuis le mois de juin, depuis votre éditeur logiciel, qui va vous permettre tout simplement de pointer les IGSS au niveau du versement. Mais ça sera directement le même principe, puisque tout simplement, sur l'adresse de connexion ou comment a été paramétré votre éditeur logiciel, si nous, on doit vous contacter et vous demander des éléments complémentaires ou vous donner l'information que telle ou telle saisie n'est pas conforme, et ben, c'est que par ce biais-là qui est fait. Et quand vous nous contactez, de toute façon, nous, la première chose qu'on va regarder, c'est les comptes rendus en question. Donc, les comptes rendus métiers, c'est ce que je vous expliquais. Donc, on va passer sur une autre slide puisque je ne peux pas être plus précis.
Et la liste des comptes rendus est essentielle puisque la première chose que nous allons regarder en cas d'anomalie, c'est ce que je vous expliquais, c'est directement nous ce qu'on vous a communiqué en fait au dépôt du fichier. Exemple très simple, imaginons vous nous contactez pour une anomalie et vous allez nous expliquer que vous n'êtes pas payé ou qu'il manque des jours, lors d'un événement, d'un arrêt maladie, imaginons. Bah, nous, la première chose qu'on va regarder, c'est le compte rendu et on va vous expliquer tout simplement, en fait, qu'il y a telle ou telle chose qui a mal été remplie, ce qui fait que tout simplement, en fait, vous allez dans tous les cas revoir votre saisie et vous allez perdre du temps, directement à nous contacter sans être passé au préalable, en fait, sur le tableau de bord ou sur les comptes rendus métiers. Donc ça, comme vous pouvez voir sur la slide, les principaux arguments, c'est de lutter contre les coûts de gestion, puisque tout simplement, quand vous regardez pas toutes ces données sociales, en fait, c'est du temps en plus que vous allez passer, donc qui dit de l'argent. Rationaliser le circuit, comme vous aurez, de toute façon à disposition la présentation, DSN Val est essentiel, ainsi que regarder ponctuellement son tableau de bord. Renforcer la confidentialité puisque de toute façon, il y a moins d'intermédiaires. Donc qui dit moins d'intermédiaires, de toute façon, on fiabilise les données puisqu'il n'y a que quelques personnes qui sont habilitées et de toute façon, on va aller rentrer un peu plus en profondeur que seulement quand vous allez nous solliciter. Alors, là, on va tout simplement, approfondir un petit peu ce que la DSN peut être profitable directement au niveau de l'entreprise. Les évolutions réglementaires qui comportent la DSN, donc qui dit, optimisation en fait, des données et des saisies, ça va intégrer le recouvrement de la taxe d'apprentissage, liée à l'URSSAF et la contribution supplémentaire des apprentissages. Ce qui veut dire que progressivement certaines tâches sont tout simplement en fait intégrées à la DSN, ce qui fait que quand l'éditeur de logiciel met en conformité, que vous avez une mise à jour sur votre logiciel de paye, ça vous permet tout simplement en fait de fluidifier vos échanges et pas chercher où déposer, où saisir telle chose, puisque de toute façon votre logiciel de paye va le faire pour vous. Alors, au niveau de la DSN, on a aussi, en parallèle de ça, Net Entreprise et les services qui sont offerts grâce à Net Entreprise et sur au niveau plus particulièrement l'embauche des salariés. Quand vous embauchez un salarié, le meilleur réflexe à avoir, c'est d'emblée de faire sa DPAE, suivi de votre signalement d'amorçage au moment de l'entrée dans l'effectif. Cela vous permet de récupérer directement son taux prélèvement à la source et en parallèle l'affiliation à l'organisme complémentaire. Pour le secteur du BTP, vous pourrez anticiper et commander la carte. Mais quand vous allez faire votre amorçage, ça va tout simplement vous permettre d'anticiper toutes ces démarches-là, puisque tout simplement, vous allez avoir au fil de l'eau les informations que vous pourrez mettre des mois à obtenir si le salarié n'est pas réactif et ce qui pourrait tout simplement bloquer le dépôt de la DSN mensuelle. Alors concernant, votre salarié qui tombe, en arrêt maladie. On a déjà à peu près un peu plus de 60 des entreprises qui nous font parvenir, les éléments via la DSN événementielle et ça depuis la première phase, donc à savoir depuis 2015, cet item, il est disponible, donc on a suffisamment de recul pour vous dire que la raison, elle s'explique aussi facilement, c'est que le délai, il est presque divisé par 2 et que vous avez moins de choses à remplir puisque tout simplement, vous aurez juste à saisir l'absence en paye. Tout ce qui est, calcul en fait tout simplement de proratisation de primes soumis à cotisation, ainsi que, tout simplement, le calcul du montant des cotisations ainsi que des heures cotisées. En fait, toutes ces choses-là, vous n'aurez plus à le faire puisque votre, logiciel de paie va le faire pour vous. Tout ce qu'on vous demande, c'est la date de dernière journée de travail, la date de début, ainsi que la date de fin de l'arrêt initial. S'il y a subrogation, même pour un arrêt maladie de 4 jours et que la personne peut prétendre à 3 ans de subrogation, vous mettez les 3 ans. Et si vous pensez avoir besoin d'aide parce que vous osez pas trop, ou qu'il y a des choses qui vous dérangent, sachez que de toute façon, l'ensemble des CPAM ont un service dont je fais partie, de délégués employeurs qui peuvent vous accompagner, qui peuvent prendre le temps avec vous de voir en détail ce qu'est une DSN événementielle
et qui va pouvoir en fait tout simplement vous accompagner, ou ce que nous on fait dans les Yvelines, mais aussi dans d'autres départements de la région parisienne, c'est qu'on prend contact avec l'entreprise, vous nous faites 3 ou 4 signalements d'arrêt, nous on vous les renvoie comment c'est ressorti chez nous, comme ça vous rassure, vous pourrez pointer les salaires et directement généraliser en fait vos envois sur la DSN événementielle. Donc, sachez que de toute façon, vous serez accompagné par l'assurance maladie en cas de problème, et nos coordonnées se trouvent sur Amélie, sur Net Entreprise. Si vous avez mis à jour, comme Didier vous l'a expliqué, vos coordonnées sur Net Entreprise, vous recevrez des invitations aux webinaires qui sont organisés par les différentes caisses, auxquelles maintenant c'est devenu assez quotidien d'organiser des webinaires sur des thématiques qui vous intéressent. Il y a aussi plusieurs caisses, dont celle des Yvelines. Je pense aussi à celle de Seine-et-Marne, qui ont créé des pages LinkedIn qui vont vous permettre de vous inscrire à ces mêmes webinaires, ou tout simplement rentrer en contact avec nous, ou voir l'actu réglementaire qui est fait au fil de l'eau. Donc, même si on est conscient que certaines entreprises sont fébriles ou appréhendent la mise en place de la DSN, surtout ne vous inquiétez pas, nous de toute façon on vous accompagnera et on fera différentes actions, et on l'a déjà fait par le passé, pour vous accompagner de toute façon. Alors, au niveau en fait, des nouveautés, puisque l'année 2022 elle a été assez dense en fait en nouveautés réglementaires, vous avez la fusion des CERFA qui a eu lieu au mois de mai concernant l'attestation AT et maladie. Donc c'est pour ça peut-être que vous avez été un peu dérouté un petit peu avant cet été, quand vous avez vu que le CERFA il était plus exactement le même qu'avant. Il y a aussi l'intégration tant attendue du mi-temps thérapeutique dans la DSN, qui va avoir lieu début 2023. Donc là, ça va révolutionner beaucoup de personnes dans la gestion de la paie, puisque tout simplement, Didier vous le confirmera, c'est que vous aurez juste à saisir l'absence en paye, et vous n'aurez plus à faire un produit en croix ou mentionner la perte de salaire, et même faire la proratisation quand c'est du mi-temps en AT, de ce mi-temps thérapeutique, puisque tout simplement, vous allez expliquer que monsieur Dupont, il est en arrêt de telle date à telle date en mi-temps thérapeutique. Comme avec les différents blocs et rubriques de la DSN, on connaîtra le pourcentage de son présence dans l'entreprise, tout va se générer automatiquement. La seule chose qu'on vous demandera, c'est d'être assidu en paye, pour s'assurer, et faire ça au fil de l'eau, pour tout simplement s'assurer de la prise en compte du mi-temps thérapeutique dès lors que vous allez faire votre dépôt de la DSN, pour le mois M+1. Donc ça va révolutionner en fait la gestion du social, puisque concrètement en fait tout pourra être en DSN, et comme vous avez pu le voir sur la présentation, bah, tout simplement en fait le délai de la DSN il est divisé par 2, donc surtout je pense aux petites structures qui ont besoin de cette trésorerie, qui maintiennent le salaire à leurs entreprises. Passer par la DSN, puisque de toute façon ça va vous faire gagner un gros coup de gestion en temps et en argent, de toute façon. Au niveau aussi des nouveautés, vous avez pu voir que les bordereaux de paiement EJ sont désormais intégralement automatiques en API, et vous pourrez directement récupérer les bordereaux depuis votre logiciel sans vous connecter sur Net Entreprise. Alors, votre salarié rentre d'un arrêt maladie. Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on ne parle pas suffisamment. Puisque vous avez malgré tout, même si vous faites votre signalement d'événement, il y a des choses que vous allez devoir intégrer en paye quand votre salarié il va revenir de son entreprise. Donc vous allez alimenter la date de reprise, puisque de toute façon, j'imagine que ça va avoir une variable sur la paye, donc c'est quelque chose de très important, et pour nous, ça peut ressortir en anomalie des mois plus tard. Si votre salarié reprend par anticipation avant la fin de l'arrêt, surtout signalez-le nous, parce que si c'est sur un long arrêt, il pourrait avoir des créances ou des recouvrements à venir, puisque tout simplement, nous, on se basera uniquement sur les éléments que vous allez nous envoyer. Donc c'est très important, puisque nous, toutes les actions faites par l'assurance maladie, plus précisément, sont alimentées sur les déclarations qui sont faites par les entreprises. Donc si vous ne nous tenez pas au courant, on ne peut pas le deviner, puisque l'assurance maladie n'a pas pour prérequis d'avoir l'intégralité des informations de la paye, et surtout que on n'en a pas le droit, en fait. Donc
dès lors qu'on parle social, il faudra être très réactif, mais de toute façon, on vous le rendra bien puisque avec tout ce que Net Entreprise a pu mettre en place, tout a été fait pour vous simplifier vos démarches administratives concernant les échanges qu'on pourrait avoir. Alors au niveau de votre salarié qui peut pas reprendre le travail, j'ai laissé la parole à Magali. Bonjour, donc je suis Magali Chemin, la responsable du service employeur à la CPM des Yvelines. Et effectivement, un autre sujet pas souvent évoqué, mais auquel vous êtes largement confronté, c'est si votre salarié ne peut pas reprendre le travail. Donc l'objectif, effectivement, c'est de l'inciter à demander une visite de pré-reprise auprès du médecin du travail. Cette visite de pré-reprise, elle vise à évaluer avec le salarié sa capacité à reprendre son emploi ou envisager un aménagement de poste. Elle ne se substitue pas à la visite de reprise qui doit obligatoirement être organisée dans les 8 jours. Suite à cela, et avec un avis favorable, un avis médical favorable, différentes solutions peuvent être envisagées et trouvées qui permettront la prévention de la désertion professionnelle. Il peut y avoir des actions d'accompagnement qui permettent en fait d'aider le salarié à élaborer un nouveau projet professionnel. Il y a aussi les bilans de compétences pour faire le point sur ses capacités, ses motivations et voir avec un objectif d'un autre projet professionnel ou d'une formation complémentaire. Donc avec une formation diplômante qui permettra un accès à un nouvel emploi. Il y a d'autres dispositifs qui existent comme les essais encadrés qui sont d'une durée maximale de 14 jours, renouvelables une fois, et des contrats de rééducation professionnelle en entreprise. Donc voilà, différents dispositifs peuvent être mis à la disposition du salarié en arrêt de travail s'il ne peut pas reprendre à son poste actuel. Je relaisse la parole à Sébastien. Merci. Merci beaucoup Magali. Donc alors, on va revenir un petit peu plus en détail sur le temps partiel thérapeutique. M'en voulez pas, j'ai radoté un petit peu, mais en gros, c'est un petit peu Noël avant l'heure puisque c'est un des risques avec lequel en fait les employeurs rencontrent le plus de difficultés. Donc, ce qui peut faire peur en fait au niveau de la DSN pour les quelques sociétés qui n'en font pas encore, je parle plus particulièrement des signalements, c'est que tout simplement, ce qui nous a été demandé, c'est qu'en fait, vous n'avez pas accès vraiment au salaire que vous déclarez. Et c'est pour ça qu'en fait, Net Entreprise a mis à disposition sur la base de connaissances de Net Entreprise une fiche consigne qui s'appelle la fiche consigne 911. Pour que ça soit plus simple, limite, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur Net Entreprise sur Google et vous allez en fait dans la base de connaissances et vous tapez fiche consigne 911 et ça va être la première recherche qui va vous expliquer tout en détail les conditions pour pouvoir faire le temps partiel thérapeutique et comment en fait l'information va ressortir et comment nous, Assurance Maladie, on va pouvoir rémunérer ce risque. Mon salarié qui est affilié à la CNAM ou à la MESA, à l'exception des fonctionnaires affiliés au régime général, qui ne sont pas en périmètre couvert. Donc, tout simplement, dès le début 2023, comme la norme de NeoDes a été mise en place tout simplement en fait en avril 2022, nous on aura recueilli suffisamment d'informations d'antériorité pour pouvoir directement assurer le paiement du risque en temps partiel thérapeutique dès début 2023. Alors, pour changer du tout au tout de sujet, il y a aussi la possibilité, bien évidemment, de la déclaration d'accident de travail en ligne, où je vous en parlais brièvement, puisque on est sur 75% des entreprises qui en font, donc il reste vraiment une minorité de ceux qui ne le font pas encore. Le principe reste le même que les autres déclarations, c'est que tout simplement, en fait, vous la saisissez en ligne, vous faites attention, bien évidemment, à votre système de sécurité ou au pop-up pour télécharger la feuille d'absence d'avance de frais
à remettre au salarié pour s'assurer qu'il n'ait pas à payer les frais en lien avec son accident du travail. Mais pour le reste, pour la majorité d'entre nous, j'imagine que vous le faites déjà. Donc, on reste sur les comptes rendus pour tous les échanges. Vous faites votre saisie, vous n'envoyez pas de recommandé puisque ça ferait doublon et que la saisie elle a déjà été faite. Et vous téléchargez bien évidemment la feuille d'absence d'avance de frais. Alors, le même principe et on vous encourage aussi à vous ouvrir un compte accident de travail maladie professionnelle qui reste dans le même registre, même si ce n'est pas les mêmes organismes qui le gèrent. Là où tout simplement c'est une obligation, donc beaucoup de sociétés l'ont fait. Ce que nous, on vous encourage de faire aussi, c'est impérativement, c'est s'inscrire pour pouvoir obtenir la notification dématérialisée du taux. C'est tout simplement une manipulation qui prend 30 secondes à faire. Vous avez un tutoriel, je le mettrai dans le chat quand je relaisserai la main à Didier concernant en fait la notification. C'est que tout simplement en fait la notification, c'est le document officiel de la CARSAT ou de la CRAMIS qui va vous donner votre taux d'accident de travail maladie professionnelle. Même si vous avez toutes les informations sur le compte ATMP, sur le téléservice Net Entreprise, vous n'avez pas de justificatif officiel tant que vous n'avez pas activé la notification. Donc rien de grave, il faut juste qu'un administrateur fasse la manip et moi je vous mettrai directement le tutoriel pour ceux qui pensent rencontrer des difficultés ou qui n'ont pas réussi à contacter leur délégué employeur de leur département. Comment vous allez pouvoir faire cette notification, c'est très important, même pour vous. Certains organismes potentiellement pourraient vous demander ce document officiel, même si vous avez déjà l'information sur le compte ATMP. Alors concernant les changements de situation familiale, au niveau du mariage, la modification de l'état civil dans le logiciel de paye, il faut impérativement que ça soit saisi parce que ça a une énorme importance, mais pas seulement avec l'assurance maladie. Il faut qu'absolument aussi le salarié en parallèle fasse ces démarches le plus rapidement possible parce que ça peut créer des conflits et ressortir des incohérences et ça peut avoir une répercussion. Je pense à l'URSSAF ou à la caisse de retraite qui n'ont pas forcément, qui pourraient potentiellement avoir une anomalie dans leur tablette s'ils n'ont pas le même nom avec le numéro de sécurité sociale rattaché avec. Au niveau de la naissance, vous nous faites une événementielle, ça ne change pas. Pour les risques, vous nous faites une événementielle, surtout que depuis le 6 juillet, et je pense plus au congé paternité qui a été une grande difficulté pour beaucoup d'entreprises, dès lors que vous nous faites une DSN événementielle, vous n'avez plus de tableau Excel à déposer sur le téléservice des POFI. Vous faites votre DSN en paye, vous l'envoyez le signalement, et comme c'est de la DSN, nous, on aura les jours d'absence et ça va directement se plaquer et être payé. Donc, plus d'inquiétude à avoir. Si vous faites de la DSN, tout a été synthétisé. Comme pour tous les autres risques, il faudra être aussi assez vigilant, et c'est surtout au niveau des subrogations, puisqu'on a encore contacté trop souvent par des entreprises qui ne voyaient plus le paiement dans leur bordereau d'indemnité journalière, c'est que tout simplement, ils ont mis des dates pas trop petites dans leur subrogation. Et directement, nous, comme on est bête et discipliné, on va payer directement ce qu'on nous a demandé de faire avec les dates de subrogation qui ont été communiquées à la base. Donc même pour un arrêt maladie de 4 jours ou 3 mois, si la personne peut prétendre à 3 ans de maintien de salaire, vous mettez les 3 ans. En DSN, vous avez juste un flux à faire, à saisir. L'absence en paye via Net Entreprise, vous devez utiliser le téléservice des POFI de toute façon pour le congé maternité. Et sachez que pour ceux qui veulent vraiment rentrer un peu plus dans les détails, le 15 décembre, la CPM des Yvelines fera un webinaire à ce sujet, donc on reviendra vers vous très prochainement. Et comme d'habitude, si vous ne recevez pas l'invitation, allez sur notre page LinkedIn, auquel cas vous pourrez vous inscrire directement. Alors concernant la formation, la situation de changement de votre salarié, tout ce qui est adoption, décès, proche, aidant, ça reste de toute façon du signalement. Et vous avez, vous avez tout simplement tous ces éléments-là, tout ce que je vous ai précédemment dit au niveau de la DSN. Je ne peux pas mieux vous dire que manger de la couleur tous les jours, manger au moins un fruit frais par jour et de la couleur. Et excusez-moi, je pense qu'il y a eu. Vous l'aurez, vous l'abordez.
Excusez-moi, on a eu un petit problème technique. Donc au niveau, pour revenir en fait à la situation de famille de votre salarié, tout ce qui est de toute façon adoption, décès, vous avez les fiches consignes de toute façon en fait sur la base de connaissances où tout est expliqué. C'est très synthétisé, donc ça peut pas être plus clair. Comme d'habitude, dès lors que vous avez connaissance de ce changement de situation familiale, vous nous prévenez via une DSN. Au niveau aussi du congé pour deuil d'une personne à charge de moins de 25 ans, vous avez aussi tous les éléments en DSN. Donc, pour le coup, je ne peux pas en fait être synthétisé au mieux. Dès que vous avez un doute, de toute façon, le meilleur réflexe à avoir, c'est soit contacter votre délégué employeur ou rechercher les fiches consignes par les mots-clés sur la base de connaissances de Net Entreprise ou même sur Amélie, sur les actualités, tout est expliqué. On va arriver en fait directement sur les taxes d'apprentissage et de contribution, et je vais laisser la parole à nouveau à Didier qui est plus spécialiste que moi en fait sur tout ce qui touche à ces contributions. Donc Didier, je te laisse la parole et merci à tous. Pardon, excusez-moi, je suis désolé pour les petits problèmes techniques qu'on peut rencontrer. Moi, de mon côté, j'ai eu des coupures régulières de l'intervention de Sébastien. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans le petit onglet Apps qui est en bas à droite, vous avez la possibilité de télécharger dès maintenant le support. Il est mis à disposition. Et dans le replay, les problèmes de son que nous rencontrons à cause de la diffusion, bien évidemment, ne se posent pas. Donc, si vous avez un passage qui était mal audible, que vous voulez récupérer, vous pourrez dans le replay y accéder de nouveau. Alors, merci beaucoup pour la présentation, Sébastien, jusque-là. Effectivement, c'est la première fois que l'on essaie de se mettre dans une présentation dans le rôle du déclarant. Plutôt que de vous dire, voilà tout ce qu'on vous met à disposition, on a essayé de faire l'inverse, c'est-à-dire de dire, voilà tout ce qui peut vous arriver et voilà comment répondre, comment remplir les obligations, comment mettre en place les droits, comment les déployer en fonction des outils ou des liens que l'on vous met à disposition. En même temps, dans la vie des salariés, quand on parle de mes salariés se forment, on sait bien que c'est une augmentation du capital humain, des salariés formés et des mises à jour. Ça nécessite un investissement tant de votre part que de la part de l'individu. Ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, individu, c'est simplement le mot en français qui recouvre le plus de qualité possible, quelle que soit l'activité de la personne dont on veut parler, voire même qu'il soit ayant droit, qu'il soit cotisant, qu'il soit chef d'entreprise, qu'il soit salarié, agent de la fonction publique. Donc pour les salariés se forment, on a deux éléments, la taxe d'apprentissage et la contribution. Dans la DSN, on peut déclarer tous les états relatifs à la taxe d'apprentissage, que ça soit déclarer la part principale, et là on vous a mis les détails techniques, alors qu'au-dessus, dans les autres présentations, on était plus dans un lien d'action que réellement dans la technique, mais là, pour ces éléments-là, on vous donne directement les références techniques pour pouvoir y accéder. Vous pouvez déclarer l'exonération de la part principale, vous pouvez en déclarer la déduction, et puis vous pouvez déclarer le solde de la taxe d'apprentissage des établissements d'entreprise. Ce sont des éléments que vous connaissez, mais éventuellement de pouvoir récupérer très rapidement les codes à mettre en DSN pour pouvoir le faire, peut-être une simplification pour vous. Et puis les versements volontaires sur mon compte formation, donc on peut attribuer des dotations à ces salariés, vous pouvez attribuer des dotations supplémentaires avec l'espace des employeurs et des financeurs. Vous pouvez verser sur les comptes formation des droits qui sont en complément des droits acquis par l'activité professionnelle, puisque c'est la part principale, de toute façon, n'est pas négociable. C'est quelque chose qui est réglementairement acquis. Mais vous pouvez faire plus. Et pour ce faire, vous accédez sur Net Entreprise, vous vous habilitez à mon compte formation. On a un délai de 24 heures, alors on dit dès le lendemain, parce qu'en réalité, dans Net Entreprise, quand on est avec des liens sur des supports externes ou sur des systèmes d'information différents d'une autre, ce sont des batchs qui, la nuit, sont envoyés de façon globale, ce qui explique que vous n'ayez accès que le lendemain. Et puis, pour certaines procédures, le délai est un peu plus long parce qu'il y a besoin que l'organisme destinataire vous reconnaisse comme étant la personne
qui doit lui envoyer. À ce moment-là, on a peut-être des fois 24, 48 heures de délai, 3 jours, avant de pouvoir accéder à un nouveau service. En l'occurrence, pour mon compte formation, ce sera actif dès le lendemain. Mon salarié quitte mon entreprise. Alors, du coup, comme je n'ai toujours pas le son avec Sébastien, si ce n'est pas à moi de continuer, vous reprenez la parole, mais ça ne me pose pas de souci de continuer moi. Mon salarié quitte son entreprise. On a aujourd'hui plus de 70% des fins de contrat qui sont traitées par la DSN. Et bien évidemment, en plus, ça marche. Pour les ruptures de contrat, que ce soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, et que ce soit dans le cadre du régime général ou d'autres régimes agricoles ou d'autres typologies de contrats, on utilise aujourd'hui, pour les droits à Pôle emploi, le signalement fin de contrat de travail unique, le FCTU, avec, attention, la particularité que le fin de contrat de travail, celui qui était initialement signalement dans la DSN, a été, lui, complètement fermé depuis septembre. Les AED, attestations employeurs dématérialisées pour le privé, depuis novembre, c'est terminé. Par contre, on maintient un lien par le web avec Pôle emploi pour justement faire l'attestation employeur. L'attestation employeur dématérialisée, ce n'est pas l'attestation employeur rematérialisée. L'attestation employeur rematérialisée, c'est le compte-rendu métier que Pôle emploi vous renvoie, qui est assigné par l'employeur et à remettre au salarié sans délai au moment de la rupture du contrat. Petit cas spécial pour les entreprises du bâtiment. Un employé quitte votre entreprise, vous devez renvoyer la carte qu'il vous a remise à l'Union des caisses de France et surtout, vous devez invalider la carte sur le site Carte BTP, que ce soit pour une démission, un licenciement, une retraite, tout départ de l'entreprise. Il est absolument indispensable, effectivement, que les données qui sont transmises dans la DSN soient les plus fiables possibles pour avoir justement une juste allocation des droits. Ensuite, comment parfaire ma DSN? Là, on a pris sur 3 pages, ce sont des éléments qui sont mis à votre disposition pour avoir la possibilité de remettre des éléments un peu plus carrés. Le premier, c'est bien évidemment le tableau de bord net entreprise. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est votre livre de chevet, mais techniquement, c'est quelque chose auquel vous devez accéder tous les mois de façon à pouvoir prendre connaissance, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les comptes rendus métiers, la DSN vous parle, prendre connaissance de tous les retours des organismes. Alors, il y a des comptes rendus métiers nominatifs, des comptes rendus métiers financiers, parce qu'il peut y avoir un doute, une question, une erreur. Ce n'est pas forcément une faute, ça peut être un doute où on se pose la question de savoir est-ce que c'est bien ce que vous vouliez déclarer. Donc, tout ça, c'est accessible depuis le tableau de bord DSN. Vous avez une visibilité pas toujours humainement très clair de la situation de la DSN. Ça vous demande encore aujourd'hui, avant qu'on fasse les modifications qui vont intervenir dans le courant de l'année 2023, on va avoir une plus grande simplification et utilisation du tableau de bord. Le tableau de bord DSN n'est pas complètement et aisément lisible par un humain. C'était destiné normalement à alimenter les logiciels de paye qui devaient vous remonter des outils qui vous mettaient ces informations à disposition. Ce sera dans le tableau de bord net entreprise accessible courant 2023. L'autre outil, on en a parlé tout à l'heure, c'est DSN-Val. DSN-Val, ça vous permet de vérifier la conformité de la DSN. Ça vérifie que là où on attend des chiffres, il y a des chiffres. Là où on attend des lettres, il y a des lettres. Et puis, quelques contrôles de cohérence. Si vous avez un endroit, une notion de salarié qui est égale à 10 et que le montant complet, le montant agrégé des salaires, le total des salaires versés est équivalent à 15 €, on va se douter qu'il y a un problème, ça ne peut pas être 1,50 € par salarié. Donc, ce sont des contrôles de cohérence de ce niveau-là, ça ne va pas plus loin, ce n'est pas quelque chose qui va vérifier si ça nous paraît logique, ce que vous faites, mais plutôt si c'est crédible. Ensuite, DSN-FOC, qui est un outil qui vous permet de récupérer les fiches de paramétrage pour les organismes complémentaires. De temps en temps, il y a des nouvelles mises à jour de fiches parce qu'il y a des changements de contrat. Dans les entreprises françaises, on s'aperçoit qu'il y a, dans certains cas, beaucoup de contrats de prévoyance différents en fonction des typologies de salariés, cadres ou alors d'autres systèmes de portefeuille. DSN-FOC, ça vous permet de récupérer les données identifiantes
et avec un format PDF de l'injecter à l'intérieur de votre logiciel de façon à bien paramétrer pour vos salariés. La Bible chez nous s'appelle la table des nomenclatures. Dans la table des nomenclatures, il y a toutes les informations relatives à la DSN. C'est sûrement l'élément le plus complet, mais aussi le moins facilement lisible. Et pourtant, tout y est. Toutes les codifications de la paye et le lien entre la paye et la DSN y est. Ça permet d'être informé en temps réel des mises à jour, puisqu'on publie dans les tables de nomenclature une note différentielle, puisqu'on vous indique quelles sont les nomenclatures qui ont changé. Quelle était l'ancienne, quelle est la nouvelle? Et vous savez que celles qui ne sont pas dans la table de nomenclature, dans la table de changement, sont restées sur l'ancienne valeur et ne changent pas. Et puis, ça vous permet de télécharger les taux. Normalement, c'est fait automatiquement par vos logiciels. Vous avez un doute, vous avez une question. Toutes les réponses sont à l'intérieur de la table de nomenclature, mais ce n'est pas fait pour être facilement accessible. Alors, en même temps, on ne peut pas dire non plus que le système de paye, le système social, soit non plus des plus simples. Vous êtes de grands professionnels et c'est relativement complexe de faire la paye et de traiter le social. Mais là, ça fait appel aussi, pour quelques parties, à des notions informatiques. Donc, n'hésitez pas à vous y référer parce que tout est dedans. Maintenant, ce n'est pas forcément simple d'accès. Et puis, dernier outil, Module Mandat, c'est un outil qui permet de payer les institutions de prévoyance et certaines mutuelles et assurances. Bien évidemment, ça ne se substitue pas au système de prélèvement ou de virement qui est en place avec les URSSAF ou avec d'autres organismes. Là, on parle juste des institutions de prévoyance et de certaines mutuelles ou assurances. Petit outil qui vient d'apparaître, c'est le signalement Mes droits sociaux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe une base miroir de la DSN qui s'appelle mesdroitssociaux.gouv. Mesdroitssociaux.gouv, c'est un site internet accessible à tous les individus en France qui permet de voir tous les éléments qui ont été transmis pour cet individu à l'intérieur de la déclaration sociale nominative. Vous n'avez pas accès à l'espace mesdroitssociaux.gouv de vos salariés. Eux y ont accès et ils peuvent voir du coup ce qui a été transmis. Et ils peuvent constater qu'éventuellement, il y a un problème, une erreur, une anomalie. Ça peut porter sur l'employeur inconnu. Finalement, on vous a déclaré ou votre salarié n'est pas déclaré payé par vous, mais par une autre entreprise. L'employeur est manquant. L'usager, finalement, l'entreprise ne s'affiche pas, donc il ne voit rien des données qui sont transmises. Ou alors, il y a une erreur sur les salaires. Il y a un écart pour un mois donné. Il n'est pas question que chacun des salariés de vos organisations, de vos entreprises, revienne vers vous en disant « j'ai rencontré un problème, est-ce que tu es sûr de ce que tu as déclaré ?» Non, pas du tout. Le système mesdroitssociaux.gouv, c'est un écosystème qui sert d'intermédiaire entre l'individu et vous. S'il y a un de vos salariés qui relève une difficulté, une des 3 difficultés, il a la possibilité de s'adresser à mesdroitssociaux.gouv en justifiant ce qu'il dit, copie de fiche de paye ou d'autres éléments. Le système mesdroitssociaux.gouv analyse la demande qui est faite. S'il s'avère qu'il y a légitimité à poser la question, vous allez recevoir un mail qui vient de cette fameuse adresse ne pas répondre, signalement mesdroitssociaux.gouv, qui vous invite à vous connecter dans votre menu personnalisé sur le tableau de bord Net Entreprise à autres services, puis interrogation salariée sur mes droits sociaux. On vous donne le chemin pour y accéder. Et puis, vous allez voir effectivement le signalement qui vous est remonté et vous allez pouvoir l'analyser et y répondre. Ce n'est pas parce que le signalement arrive que c'est une obligation pour vous de faire ce qui est posé dedans, surtout si c'est basé sur des éléments qui sont contraires à la réalité ou différents de la réalité. Dans ces cas-là, vous pouvez retourner les éléments en contactant le contrôle métier du site mesdroitssociaux.gouv pour avoir plus de précision, ou alors pour dire je ne suis pas d'accord avec la demande qui est modifiée, qui est notifiée, voilà pourquoi, et ainsi de suite. Donc en réalité, si une erreur était mise en place, était signalée au niveau de mesdroitssociaux.gouv, ce n'est pas, le salarié ne revient pas vers vous avec ça, mais a la possibilité de passer par cette intermédiation de mesdroitssociaux.gouv.
L'indicateur de cotisation modulée bonus-malus, on vous met tous les liens de façon à ce que vous puissiez y accéder. Toutes les entreprises n'y sont pas assujetties. La sphère fiscale, vous avez la possibilité de déclarer le prélèvement à la source ou l'assujettissement à la taxe sur les salaires. La taxe sur les salaires, elle est due par les entreprises qui ne payent pas de TVA. Et vous devez déclarer sur Net Entreprise pour tout le monde, soit l'assujettissement, soit le non-assujettissement, une fois par an. Au mois de décembre, vous devez faire cette déclaration. Le prélèvement à la source, vous savez bien comment ça se passe. Vous avez effectivement un taux qui vous est transmis par la DGFiP et vous avez ces éléments-là qui vous sont mis à disposition pour l'ensemble des salariés de votre organisation. Dernier élément, le changement de situation professionnelle. Vous avez changement de régime, c'est pour la bascule entre un salarié du régime général et un salarié de la fonction publique, dans le sens titularisation de la fonction publique ou dans le sens démission de la fonction publique et arrivée dans le service dans le régime général. Et puis un service envoi d'un salarié à l'étranger avec l'instruction de la législation applicable à la sécurité sociale, un service qui s'appelle ILAS, qui remplace le service DAE, détachement à l'étranger depuis le 1er janvier, qui permet d'obtenir les résultats. Je passe rapidement dessus parce que vous n'êtes pas forcément concerné. Et dernier chapitre, avec une donnée de qualité. Est-ce que nous avons un des collègues de la CARSAT, de la CRAMIF, qui est présent avec nous, qui veut faire cette présentation? Sinon, je le fais dans la foulée. Eh bien, je sens que je vais le faire dans la foulée, mais ça ne me dérange pas, au contraire. Dans la déclaration sociale nominative, il y a deux éléments qui sont réellement le cœur du réacteur. Le premier, c'est le SIRET. C'est capital pour identifier l'établissement. Il faut qu'on sache qui vous êtes. Vous avez le détail lors de la création d'un SIRET à l'INSEE ou alors en cas de transfert de SIRET. Attention, quand vous faites un transfert de SIRET, vous ne fermez pas l'ancien SIRET. On avait le problème pour les NIR, et ben on a le même problème du chaînage pour les SIRET. Si vous avez une modification de SIRET, pour basculer les éléments de l'ancien SIRET sur le nouveau, il faut que l'ancien soit encore ouvert. S'il est clos, ça veut dire que tous les éléments qui sont relatifs à cet ancien SIRET disparaissent et on ne peut pas les transférer, on ne peut pas chaîner. Il va falloir tout reprendre derrière. Et là, je vous laisse imaginer les difficultés qu'on risque de rencontrer. Vous avez le service DSN contrôle SIRET pour vérifier effectivement si vous avez l'acceptation du SIRET avant le dépôt. L'autre élément absolument indispensable au cœur, et là peut-être que Magali Chemin ou Sébastien Pelletier peuvent reprendre la main pour présenter le NIR, puisque c'est l'identifiant de l'individu. Oui, Didier, si tu veux, j'ai récupéré la main. Alors, effectivement, le numéro de sécurité sociale est bien évidemment un petit peu la base pour identifier les individus quand vous allez saisir votre paye. Comme vous pouvez le voir, je vais peut-être pas tout décomposer, mais l'identification des individus passe par le numéro d'identification du registre. Le numéro de sécurité sociale n'est pas lié qu'à la CPM. Il y a tout un d'organismes qui gravitent autour. Je pense à la caisse de retraite, la CAF, le Sandia, qui vont travailler avec ce numéro-là. Donc, le NIR ne porte pas aussi bien son nom. Donc, en fait, en l'absence de NIR ou de NIA, ce qu'on appelle un numéro technique d'attente attribué par la CPM de votre salarié, vous pouvez créer un numéro technique temporaire, sous la forme suivante. Beaucoup d'éditeurs de logiciels de paye, tout simplement, mettent dans leur base de connaissances un mode opérateur pour pouvoir le saisir pour que votre votre paye ne soit pas bloquée. Puisque Didier, dis-moi si je me trompe, mais tout simplement, sur le papier, si vous avez plus de 1% en fait de problèmes avec vos numéros d'identification, votre paye ne passe pas, sur le principe. Si vous avez plus de 1% de numéro de sécurité sociale qui n'est pas bonne, en fait, vous allez rencontrer des problèmes quand vous allez déposer vos éléments. Donc, être très vigilant avec les numéros de sécurité sociale, et surtout, il convient de déclarer simultanément le numéro technique temporaire et le NIA ou le numéro de sécurité sociale dans la même DSN, afin de permettre de tracer l'identification et que les cotisations ne se perdent pas en route.
Ce que nous, on vous conseille de faire, je vais laisser un lien dans le chat, c'est que l'assurance maladie a mis à disposition, en fait, on est bien conscient que certaines personnes, surtout des personnes qui viennent de l'étranger, ne sont pas familières avec les procédures et les démarches à faire en arrivant en France. Nous, on donne la possibilité à l'employeur, s'il le souhaite, hein, il n'y a aucune obligation, mais s'il le souhaite, d'utiliser un téléservice qui va permettre de créer en fait de manière dématérialisée le numéro de sécurité sociale en demandant l'inscription. C'est un téléservice en fait qui est pour l'instant qui est en ce qu'on appelle en soft opening. Donc pour l'instant on ne fait pas énormément de promotion dessus parce que c'est que dans certains cas de figure où l'employeur va pouvoir faire sa démarche, mais ça pourrait vous aider et surtout bien évidemment aller dès que possible sur le CLES parce que selon l'individu, le pays d'origine, les conventions ou non qu'on pourrait avoir avec tel ou tel pays, il y a des démarches qui facilitent tout simplement la création d'un NIA ou d'un numéro de sécurité sociale définitif. Donc je vais vous donner toutes ces informations sur le chat, rassurez-vous, ça pourra toujours vous servir. Et maintenant, bah, écoute Didier, je te laisse terminer. Merci beaucoup Sébastien. Donc vous voyez le chaînage des informations, mais de temps en temps, dans les présentations, je parle de ce que j'appelle la philosophie de la DSN. C'est pas, alors ça n'a rien de philosophique, hein, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qu'on voulait mettre dedans. Qu'est-ce qu'on attend? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Plus que d'être dans le détail, de faire un peu de zoom arrière pour essayer de voir. Et là, quand on parle du chaînage du NIR, ben, quand vous changez d'entreprise, comme la DSN a à connaître un salarié de son premier jour d'activité jusqu'au jour de décès, parce qu'il y a les revenus, parce que tout est transmis à l'intérieur de ce système d'information de la DSN, quand on parle de philosophie, c'est de dire que ben, on a besoin de suivre les SIRET ou de suivre, les individus et le faire par le NIR. Donc le chaînage du SIRET et le chaînage du NIR, c'est un mode de fonctionnement que l'on doit avoir en se disant, ben voilà, avant de faire un changement, avant de faire une modification, un transfert, je vérifie, tout comme pour les droits et les habilitations de net entreprise, je vérifie que l'ancien est bien transmis sur le nouveau de façon à ce qu'on puisse faire un chaînage. Il y avait une question tout à l'heure sur le signalement d'amorçage de données variables, est-ce qu'il est obligatoire ou non? Le gros avantage, c'est que ça permet de faire exister un salarié dès son premier jour d'activité, de le faire exister dans la déclaration sociale nominative qui, elle, dans sa version normale, n'en tiendra compte que dès la première paye, puisque c'est la photographie c'est la photographie de la paye et de l'État au moment où la paye est faite. Donc, si vous avez des questions, vous vous posez des questions sur est-ce que c'est nécessaire ou pas, dézoomez, essayez de voir dans quelles conditions c'est demandé, pourquoi c'est demandé. Vous allez voir que beaucoup de réponses sont finalement assez intuitives et fonctionnent. Alors, je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est à la portée d'un claquement de doigts, mais dans beaucoup de cas, on a la possibilité de le mettre en exergue. Donc, on revient sur la qualité. On revient sur je vois les émoticônes qui passent. Hein. Je ne sais pas si on peut savoir qui nous envoie les petites têtes effrayées comme ça pour vous rassurer après, mais vous pouvez envoyer des pouces aussi si vous trouvez qu'on est assez formidable dans nos explications. Bon, voilà, merci. La qualité de la DSN, donc c'est l'affaire de tous. C'est pas seulement. Alors souvent, c'est à vous qu'on dit déclarant, faites attention moi à la qualité de la DSN. Pas seulement. Tous ceux qui font partie de l'écosystème de la DSN sont responsables de la qualité de cette DSN et de la qualité des données. Chacun à son niveau. Et on a avancé, alors là, tout de suite, je reviendrai après sur la slide précédente, on est allé chercher effectivement à quel niveau chacun d'entre nous, dans cet écosystème, était responsable de cette qualité. Alors, l'allocataire ou l'assuré, il doit transmettre les justes informations à son gestionnaire de paye. Si vous n'êtes pas averti d'un changement ou d'une modification, pas moyen de le mettre en paye. Et puis, on peut toujours vous dire, c'est dans les 5 jours qui suivent la connaissance. Quand il n'y a pas la connaissance, vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est de sa responsabilité. En échange, vous réalisez la paye et puis vous contrôlez les informations qui sont issues de la paye. Ces informations, votre logiciel de paye doit les mettre au point dans un logiciel adapté. Et puis, il doit vous renvoyer les consignes et vous informer sur ce qui doit être mis en place. Mais une fois que c'est rentré dans
dans le système, nous, on doit, au niveau NetE et Net Entreprise et le système DSN, on doit vous accompagner sur les actions de qualité et éventuellement voir comment on peut mettre en place les éléments qui vont pas vous simplifier, mais vous faciliter les déclarations suivantes. Les organismes doivent vérifier la conformité des DSN dès qu'ils les reçoivent, et puis vous faire des retours qui soient lisibles. Et à ce moment-là, on revient sur les gestionnaires de paie. Vous devez effectivement corriger les erreurs qui ont été détectées, mais vous ne pouvez les faire s'il y a un changement, par exemple, au niveau d'un mariage. On vous a parlé tout à l'heure d'un mariage. S'il y a un changement de nom d'usage, si le nouveau nom n'est pas déclaré auprès de la CPAM, ce n'est pas la peine de faire vous-même de votre côté un changement dans le logiciel de paie, puisque de toute façon, vous allez vous mettre en erreur. À l'inverse, quand c'est fait, c'est indispensable que ce soit dans les mêmes conditions. Ça n'empêchera pas la transmission, puisqu'on va la faire sur le NIR, mais du coup, vous allez avoir des comptes rendus métiers qui vous diraient « attention ». Donc du coup, l'allocataire, c'est pas plus mal non plus qu'il aille sur mesdroitssociaux.gouv ou sur d'autres sites qui lui permettent de suivre les données qui lui sont personnelles, de façon à pouvoir faire les retours, sachant que les organismes de protection sociale, eux, sont garants de la juste interlocution avec les employeurs. Ce lien aller-retour, c'est, même si on passe par un même système d'information unique, qui est la DSN, c'est un lien qui continue à exister entre vous et l'organisme de protection sociale. Et puis, nous, on est responsable de la mise en place des directives et des nouveautés gouvernementales par l'évolution de la norme DSN. Certains d'entre vous, par moments d'agacement, pour ne pas dire des moments déserrement un peu violents, nous mettent responsables de ces modifications. En réalité, on ne fait qu'enregistrer ce qui a été mis en place. Vous voyez que là, par exemple, il y a un projet de loi qui est passé en première lecture, qui consiste à prolonger d'un an le recouvrement des cotisations sociales de la GIRC-ARCO par l'URSSAF. Ça aura lieu en 2024 au lieu de 2023. Le décret n'est pas publié. Dans les présentations qu'on vous fait, dans les éléments qui sont mis à disposition, on est toujours sur la date de 1er janvier 2023 parce que le décret n'étant pas publié, la loi n'a pas changé et ce qu'on se doit de vous mettre à disposition n'a pas changé. Ça ne nous empêche pas de vous avertir, ça ne nous empêche pas de vous donner ces informations. Petit point aussi, c'est quand on a mis en place la DSN, on a eu la chance d'avoir une direction interministérielle qui s'est mise en place de façon à effectivement voir ce qui était au niveau du réglementaire, au niveau des organismes, au niveau de la norme, de façon à mettre en place la DSN. S'étant suivi l'arrivée de la loi du 10 août 2018, alors pour un État au service d'une société de confiance, nous on l'appelle la loi OUPS, c'est celle qui permet de reconnaître le droit à l'erreur. C'est vrai que dans beaucoup de cas, et il y a la blague qui court aux États-Unis, on monte une boîte, on commence par chercher un directeur commercial. Quand on monte une boîte en France, on commence par chercher un directeur juridique. Donc bon, ça c'est le truc le plus générique. C'est nouveau. Ce droit à l'erreur est reconnu. Vous avez la possibilité de faire une erreur, mauvaise déclaration, utilisation d'un mauvais taux, sans pénalité, à partir du moment où cette correction est faite dans l'échéance qui suit. Donc dans la DSN, vous faites une erreur sur une DSN, si elle est corrigée en DSN M+1, sur la DSN suivante, vous n'avez pas normalement de pénalité. Alors vous allez peut-être recevoir, bien évidemment, les comptes rendus métiers parce que l'organisme va dire « oh là, alerte, il y a un problème ». Vous le corrigez, c'est accepté, vous avez le droit de vous tromper, le droit à l'erreur est reconnu. Et c'est une des avancées qui est permise par la DSN parce que justement, on a ce lien mensuel, donc contemporain, systématique avec tout le monde. Les impacts de ces erreurs sont bien évidemment des données erronées. Alors on parle d'erreur parce que ça peut être volontaire, ça peut être involontaire. 99% du temps, c'est une vraie erreur. C'est un problème déclaratif, c'est une micro-coupure électrique, c'est des tas de raisons qui sont indépendantes d'une volonté de nuisance ou de mal faire. Donc malheureusement, ces données, quand elles arrivent erronées, eh bien, ça tape sur les droits des salariés, sur les droits aux prestations. On dit une cotisation exacte pour un juste droit des individus. C'est le principe de la protection sociale française qui est collective tout en étant individualisée. Et c'est bien la grande complexité pour vous dans les services de paye ou dans le service qui s'occupe du social, les RH, parce que finalement, c'est pour chaque personne, on peut avoir une situation qui est différente. Tous les chiffres sont importants.
Il n'y a pas de maillon faible dans la chaîne. Tous les maillons sont réputés possiblement faibles, mais tous sont forts parce que tous les chiffres sont importants. Donc, on calcule au fil de l'eau les droits maladie, chômage et retraite. Pour le BTP, les transports ou les manutentions portuaires, les droits à congé, puisque c'est un système de capitalisation de droits d'une année mis à disposition l'année suivante, alors que dans le régime général, et dans d'autres situations, on est effectivement sur une consommation au fur et à mesure de leur acquisition. Ça simplifie les démarches des citoyens pour les prestations de solidarité. On voit effectivement les APL ou des choses comme ça qui sont aujourd'hui automatiquement calculées sur les revenus. Ça ne veut pas dire que c'est toujours juste et que ça ne peut pas être corrigé par les individus, mais ça veut dire que c'est extrêmement simplifié. La gestion du prélèvement à la source avec le calcul de la déclaration pré-remplie, qui aujourd'hui effectivement fonctionne très bien. La plupart des opérations de recouvrement de cotisations. L'appui aux aides aux entreprises, parce on parle beaucoup du rôle de collecteur des URSSAF et d'autres organismes, mais pas seulement. Il y a des vraies aides aux entreprises, les aides simplifiées pour, par exemple, changer du matériel, acquérir du matériel qui va mieux protéger les salariés. C'est une aide aux entreprises. Les visites ou les pré-visites que peuvent organiser les URSSAF pour venir vous rencontrer et effectivement étudier avec vous les modalités déclaratives qui sont en place, ce sont des aides aux entreprises, ce n'est pas seulement du coercitif. Et puis, ça nous permet très rapidement de faire un suivi des dispositifs des politiques publiques. Jusque-là, il fallait 2 à 3 ans avant de se rendre compte si tel ou tel dispositif, emploi jeune ou autre, portait ses fruits. Là, on le sait dans un délai de 3 mois. On sait si ça tape sur l'emploi, sur les salaires, sur le reste à charge. Tous ces éléments-là, on les a sous un délai de 3 mois, puisque au niveau de la DSN, une fois qu'on a un trimestre de déclaration sociale nominative, on a une vision très particulière et très précise pour évaluer ces politiques publiques et puis des statistiques publiques sur la gestion des salariés. Ça permet effectivement de faire un suivi au plus près de ce qui se met en place. Pardon. Maintenant, on va avoir un cas en particulier, la retraite des salariés. En quoi est-ce que la DSN impacte les droits des salariés et puis comment ça peut fonctionner? Alors, tous les éléments qui sont dans la DSN, ça alimente les comptes des salariés, donc des assurés, et puis ça ouvre des droits. Maladie, chômage, donc il y a 1 euro de cotisation égale des droits ou alors une obligation à financement de la protection sociale. Donc c'est au regard des cotisations qui sont versées, qu'elles soient patronales ou salariales. Il y a effectivement de nombreuses anomalies qui, elles, aboutissent à des périodes lacunaires. On dit... Alors, ce n'est pas seulement vulgairement, c'est dans le langage de beaucoup de gens, on parle de trous dans la carrière et ça rend difficile la reconstitution de la carrière. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont passé 55 ans, vous savez très bien que vous avez reçu un état extrêmement précis de la situation de votre carrière et il vous reste quand même quelques années, enfin au moins jusqu'à juillet, quelques années, pour faire les modifications, pour faire ces calculs et aller voir ce qui se passe. On les reçoit de plus en plus tôt. La DSN permet effectivement de faire un suivi de plus en plus tôt d'un individu et d'un enregistrement et un chaînage de ses droits depuis son premier jour d'activité. Donc, je pense que c'est à partir de 35 ans qu'on commence à recevoir les éléments relatifs à la carrière qui est à la retraite qui est la pension, pardon, puisque c'est le revenu versé dans le cadre d'une retraite, on parle de pension, la pension qui va être versée dans le cadre de la retraite. Les principales erreurs, c'est souvent des problèmes d'identification des salariés au moment de la DSN. Alors, ça ne permet pas de garantir que ce que vous payez, c'est dommage, parce que l'entreprise et le salarié, par le biais des cotisations patronales ou salariales, cotisent, et en réalité, cet argent, il n'est pas mis à disposition, il ne produit pas d'effet pour celui à qui ça devait bénéficier. Et du coup, il y a un vrai manque à gagner au moment du calcul des pensions. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour garantir une retraite exhaustive à mes salariés, à vos salariés? La bonne pratique, c'est d'abord, on s'assure que le numéro de sécu est bien récupéré et saisi dans la DSN. Et là, je réponds à Mme Camus qui a dit quand le SADV va-t-il devenir obligatoire? Signalement d'amorçage de données variables, je ne sais pas. On dit pas encore obligatoire ou pas obligatoire à ce jour, mais clairement, si vous faites un SADV, vous recevez un BIS. Vous recevez une information qui vous dit est-ce que c'est un bon numéro de sécu ou pas.
ce qui est quand même bien pratique, ça évite d'avoir à faire la recherche de l'autre côté. En même temps, ça vous envoie aussi le taux de passe de l'individu, et du coup, dès la première paye, vous pouvez mettre le bon taux et ne pas aller chercher des éléments à côté. Au moment de l'embauche, on saisit bien nom, prénom. Alors, ne prenez pas mal ces précisions. L'idée, elle n'est pas de dire vous savez, c'est très scolaire, on va vous réexpliquer. Non, non, c'est de dire c'est à ces endroits-là qu'on rencontre le plus de problèmes aujourd'hui. Et à partir du moment où il y a saisie humaine, on sait que multiplication de saisie humaine égale multiplication de risque d'erreur. Donc, bien saisir les noms, les prénoms, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale dans l'outil de paye. Donc, ça sera dans la DSN. Si votre salarié n'est pas reconnu au SNGI, le système national de gestion des individus, et ne dispose pas d'un NIR, Sébastien vous a expliqué comment on faisait avec la demande de NIA, ou alors comment est-ce qu'on crée soi-même un NTT qui était valable jusqu'à ce que le NIR ou le NIA soit donné par la CPAM de l'assuré. Et bien entendu, on continue à avoir en tête la philosophie, il faut que je chaîne du premier jour d'activité au jour de décès. Donc, dans la même DSN, je vais mettre le NTT qui a permis de collecter les cotisations et le NIA ou le NIR qui va permettre d'attribuer ces cotisations à l'individu qui est derrière ce numéro. Et puis, on rectifie le numéro de sécurité sociale dans la paye, dans l'outil de paye et dans la DSN, si effectivement vous avez un compte rendu métier qui vous indique qu'il y a un petit problème avec ça. Les mauvaises pratiques. On a un nom d'époux au lieu du nom de naissance de la personne mariée. Alors, les noms de naissance, les noms d'usage, toutes ces choses-là, c'est clair que dans les fiches salariées, c'est pas forcément très pratique. Puis, dans certains cas, vous n'avez pas non plus tout de suite l'information. Hein. Mais bon, si c'est un mariage, si c'est pour se faire payer un impôt, généralement, on n'hésite pas à partager avec les autres pour fêter ça. Le numéro de sécurité sociale d'attente qui est non rectifié, on est passé d'un seul coup d'un NIA ou d'un NTT à un NIR et on ne sait pas le lien qui a été fait entre les deux. Le numéro de sécu qui est mal enregistré et puis qui n'est pas corrigé. Et puis, des erreurs dans les noms et prénoms des salariés. Alors, pour complètement dédramatiser cette histoire, je dois vous avouer que je me suis présenté au début, je m'appelle Didier Kuhn. J'ai eu l'occasion de travailler pour une entreprise américaine. Le premier visa que j'ai demandé m'a été refusé parce que j'ai fait une demande au nom de Didier Kuhn. C'est normal, c'est mon nom. Or, il s'avère que mon père a trouvé extrêmement blagueur de mettre mon deuxième prénom, Pierre, avec un trait d'union entre les deux. Donc, pour l'état civil, je m'appelle Didier Pierre et les Américains sont extrêmement frileux. Et j'ai été obligé de faire des modifications dans mes papiers. Et c'était à part mon père, c'est la faute de personne. Mais en réalité, Didier Kuhn n'était pas connu. On connaissait un Didier Pierre Kuhn et personne ne savait si c'était bien moi dans les deux cas. Donc, comme quoi, vous voyez, l'erreur, elle n'est pas forcément à votre main. Si moi, je me suis déclaré auprès de tous mes employeurs comme Didier Kuhn, je ne vois pas pourquoi je serais allé faire quelque chose de plus compliqué. Donc, comment est-ce qu'on vérifie que les salariés vont bien avoir leurs droits ? D'abord, on vérifie le BIS, ce fameux BIS que vous avez reçu en retour du signalement d'amorçage de données variables, mais aussi que vous pouvez recevoir à partir du moment où il y a une difficulté avec l'identification d'un de vos salariés. Ça peut être en cours d'année, ça peut être n'importe quand. Il y a une modification, il y a une erreur qui apparaît ou il y a un doute qui apparaît. Un doute suffit à ne pas lisser la certification d'un NIR. À ce moment-là, effectivement, on vous montre comment vous faites. Vous devez corriger l'identité du salarié et surtout vous assurer que les éléments qui sont obtenus de votre salarié sont bien ceux qui sont entrés en paye. Je ne sais plus si c'est toujours obligatoire. Quand j'étais employeur moi-même, on nous demandait d'une copie de la carte d'identité et une copie de la carte vitale pour tous les salariés qu'on a embauchés. Je ne sais pas si c'est toujours quelque chose qui est demandé, mais en tous les cas, il y a besoin d'avoir ces éléments et on doit faire une erreur au plus tôt afin qu'il y ait une remontée d'anomalies chaque mois. Alors ça, c'est le langage administratif que vous aimez. La correction doit être faite au plus tôt afin d'éviter une remontée. En gros, vous êtes planté sur le nom du salarié ou sur son prénom pendant 3 mois, il va falloir que vous fassiez 3 corrections, une par mois, ne serait-ce que pour qu'on ne reste pas avec un mois avec une anomalie erronée dessus. Donc plus vite vous faites les corrections qui remontent dans les CRM et moins vous avez à faire de nombre de correction quand c'est une donnée identifiante qui doit être effectivement affectée à chaque mois dans laquelle l'erreur a été relevée. C'est un avantage aussi pour les entreprises parce que jusque-là, quand il y avait une erreur, si on ne le savait pas et que vous aviez un contrôle et que ce contrôle portait sur une erreur de taux, par exemple,
eh ben, on pouvait vous faire un retour sur 3 ans avec à payer la différence de taux avec l'erreur, plus des pénalités et d'autres. Aujourd'hui, avec la DSN et les déclarations, les contrôles interdéclaration, la durée maximum de passage à l'as pour une erreur, elle est de 3 mois. En 3 mois, vous êtes sûr et certain d'avoir au moins un organisme qui revient vers vous en disant « Oh là, alerte, nous, on a détecté un petit problème. » Donc là, au niveau des noms, il faut vraiment le faire le plus tôt possible. Et la meilleure façon d'éviter de faire plusieurs blocs correction, c'est de corriger dès le premier mois. Il y a aussi vos salariés qui peuvent, eux, vérifier que les données qui sont bien en place, qui ont été faites pour eux sont bien en place. Le premier, c'est que vous pouvez, j'ose pas dire vous devez, mais si j'ai quand même envie de vous dire vous devez, pousser vos salariés à créer un compte sur l'assurance-retraite.fr parce qu'il va pouvoir consulter son relevé de carrière et puis, du coup, vérifier que toutes ces années de travail sont bien comptabilisées. C'est la base, hein, les années de travail, c'est la base pour le calcul de la pension. Si une période manque, si c'est une période qui est chez vous, au moment où le salarié est chez vous, il vient vous voir. Puis il vous dit, j'ai tel mois sur lequel il y a tel problème, ou ça ne s'est pas passé, ça n'a pas été enregistré, ça n'a pas été injecté, enfin, les petits problèmes qui peuvent se poser, vous pouvez faire le bloc correction tout de suite. Si c'est avec un autre employeur chez lequel il n'est plus, à ce moment-là, il doit faire une demande en ligne de régularisation et ça va être pris en charge par la MSA ou par la CARSAT de façon plus qu'efficace, à chaque fois en fournissant les justificatifs qui sont nécessaires. Alors, Madame Guédon, je pense que mes collègues de l'assurance maladie vont pouvoir vous répondre. Les infos salariés que vous remontez ne correspondent pas à la pièce d'identité mais à l'attestation de droit CEPAM. Et les salariés ne veulent pas que ça soit changé, exemple origine étrangère avec non-parent en plus. Aujourd'hui, le système de la norme, ça demande un nom, un prénom. Si vous avez un salarié d'origine, par exemple portugaise, qui vous donne 3 noms ou 5 prénoms, en réalité, on a besoin du nom et du premier prénom. Et l'identifiant, effectivement, est fait par le NIR certifié. Mais mes collègues vont pouvoir vous répondre plus en détail dans les éléments. Voilà. Alors, je propose à Magali Chemin et à Sébastien et à M. Grillet de la MSA, puisqu'on a un collègue de la MSA qui est avec nous, éventuellement de revenir sur scène pour pouvoir répondre à différentes questions. Si vous en avez identifié, cher Sébastien, à l'intérieur de la présentation, auquel on peut apporter une réponse un peu plus… Alors, ma collègue Carolina a été très 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 réactive sur les questions posées concernant l'expertise métier CEPAM, donc je n'ai pas l'impression que concernant du moins l'assurance maladie, on a embauché la meilleure et on n'a plus de questions, il semblerait. Monsieur Grillet, est-ce que vous voulez faire une petite intervention complémentaire? La MSA est un partenaire très efficace au niveau de la DSN, puisque le régime agricole, le régime général sont côte à côte et l'interlocution entre les deux régimes doit être complète. Sauf à ce que parmi les participants, certains aient des établissements affiliés au régime agricole. Alors moi, je n'ai pas le son, sinon, je ne sais pas si vous en avez. Oui, Jean-Marc était en train d'expliquer. Oui. Vous ne m'entendez pas? Si, Jean-Marc, moi je t'entends. Ok. Non, je disais simplement que, sauf à ce que parmi les participants, il y ait des entreprises dont certains établissements relèvent du régime agricole. J'ai pas de complément qui s'est manifestée. Il y a une participante qui s'est manifestée qui a dit qu'effectivement elle était de la MSA. Voilà, donc écoutez, Madame Goncalves, c'est ça? C'est ça. Écoutez, si vous aviez une question, je tâcherai d'y répondre, sachant que moi je suis responsable du département employeur, donc le volet DSN événementiel en lien avec les arrêts de travail, c'est pas mon domaine de compétence. Je travaille plus sur les DSN mensuels et les DSN fin de contrat, mais bon, si quelqu'un relève de la MSA et
auraient une question, je suis à leur écoute. Excusez-moi, il y a une question qui a été posée par Madame Virginie Hulot. Quand un salarié était affilié à la MSA, comment le salarié doit-il faire pour son transfert? Donc on reçoit, alors je suis pas un spécialiste du domaine prestation, mais de ce que j'en connais, donc l'employeur va nous signaler donc la fin de contrat de son salarié. Je crois que ce salarié, mais je parle sous contrôle des collègues de la CEPAM, va se faire connaître auprès de la CEPAM de son lieu de résidence. Et il va y avoir une mutation déclenchée par la CEPAM à destination de la MSA pour qu'on transfère derrière le dossier et que l'on ferme les droits. Mais bon, après, je vous dis, moi, c'est le domaine des cotisations, donc j'ai peut-être fait un raccourci un peu rapide. Si Sébastien veut. Alors, Jean-Marc, excuse-moi, j'ai eu un problème de connexion et je n'ai pas entendu la question. Alors, la question qu'on t'a posée. Alors, la question qu'on me posait, c'était les démarches à entreprendre lorsqu'un salarié quitte la MSA pour rejoindre le régime général. Donc, je disais qu'on allait avoir de l'employeur MSA l'information de la fin de contrat. De la radiation du régime. Voilà, que, sauf erreur de ma part, le salarié se fait connaître auprès de la CEPAM de son lieu de résidence. C'est une des différences entre le régime général et le régime agricole. Le régime agricole affilie la caisse d'affiliation n'est pas la caisse de résidence, mais la caisse du lieu de travail. Oui. Et après, on va recevoir de nos collègues de l'assurance maladie une demande de mutation. Je crois que c'est le régime preneur qui déclenche la mutation et nous allons transférer le dossier. D'accord. Alors, effectivement, c'est un secteur que je maîtrise moins parce que c'est plus vraiment les choses qu'on gère. Je vais peut-être laisser Carolina répondre, mais de mémoire, il y a une inscription malgré tout à faire avec un certificat de radiation, mais Carolina est plus spécialiste que moi dans ce domaine, donc je vais laisser la parole à Carolina. Oui, bonjour. Donc, en effet, un salarié ou un individu qui se trouve dans une situation de changement de régime doit les notifier à la nouvelle caisse de rattachement parce qu'il y a le transfert des dossiers, mais il y a également des pièces à joindre. Je pense notamment au relevé d'identité bancaire. Donc, tout changement de situation doit être signalé à la caisse de rattachement par le salarié lui-même, y compris les changements de régime. Après, si l'employeur de son côté fait une démarche particulière ou la caisse de rattachement, mais la caisse de rattachement, si le salarié ne se manifeste pas, voilà, il y a des cas où elle ne le saura pas. Donc, tous les salariés, tous les individus sont invités à signaler à leur caisse de rattachement les changements de situation, y compris changement de régime. Merci beaucoup, Carolina. Jean-Marc, je crois qu'il y a une autre question concernant la MSA, la déclaration Agicarco en prévoyance retraite. Il semblerait que Madame Mempassi rencontre des difficultés ou qui ne remontent pas, ces informations en fait, de prévoyance retraite ne remontent pas tout le temps dans la DSN mensuelle. Est-ce que potentiellement tu pourrais aiguiller cette dame? Il faudrait qu'on prenne contact post-webinaire. Alors je sais pas, je vais mettre mon adresse mail dans le chat et puis toutes les personnes relevant de la MSA qui auraient des questions, qu'elles n'hésitent pas à m'envoyer un mail. Je les recontacterai. Donc je vous mets mon mail dans le chat. Ils vont en avoir de la chance. Oui. Moi, peut-être moins, mais.
Peut-être Carolina, tu voulais mettre en avant en fait une ou deux questions avant que ça se termine. Oui, en fait, j'étais en train de regarder pour la question sur les proches aidants sous format des temps partiels thérapeutiques, dont j'étais en train d'essayer de trouver l'information déjà vis-à-vis de l'assurance maladie, mais je n'ai pas eu le temps, mais je veux bien récupérer la question et essayer d'y répondre par la suite. Et non, j'ai essayé de répondre à toutes les questions par écrit, comme ça c'est plus facile à les lire et à connaître les réponses. Voilà. Mais vu que tu as géré en fait tout ce qui était au niveau des questions, n'hésite pas peut-être à répondre oralement à ce que tu peux avant qu'on puisse clôturer, auquel cas on reviendra par mail sur les quelques questions auxquelles on n'a pas de réponse à l'instant T. Oui, alors moi j'en profite peut-être juste que ça. Excuse-moi, je t'en prie, Caroline. Juste signaler que souvent là je lis que les anomalies ou les incohérences entre les noms, prénoms, données d'état civil, on croit que ça revient de la CEPAM. Alors il faut savoir que la DSN n'est pas liée à la CEPAM mais au RNIAM, que les salariés étrangers, les pièces d'état civil sont exploitées par le SANDIA, qui est l'organisme qui immatricule les personnes qui sont nées à l'étranger, et que la CEPAM recueille ces informations et se nourrit de ces informations. Après, effectivement, s'il y a une mise à jour à faire, la demande passera par les mains de la CEPAM, de l'organisme d'affiliation du salarié. Mais voilà, nous, on récupère les données RNIAM, INSEE et CEPAM, et s'il y a une erreur, il faut aller plus loin, chercher l'erreur. C'est pas la CEPAM forcément qui s'est trompée dans l'enregistrement. Voilà, juste pour compléter en fait ce que disait Carolina, en imaginant en fait que vous ayez une anomalie concernant, on va parler pour l'assurance maladie. Dès lors que nous, on va devoir pousser nos investigations, on aura besoin du fichier DSN que vous avez déposé sur les 3 derniers mois avant en fait cette anomalie. Donc surtout aussi anticiper, puisque de toute façon, nous, on regardera pareil les comptes rendus si on vous a déjà informé de telle ou telle anomalie, et surtout essayer d'avoir à disposition en fait ces fichiers textes, puisque quand vous nous solliciterez, potentiellement, il y a de très grandes chances qu'on vous demande ces éléments-là si les investigations doivent aller un petit peu plus loin. Je te redonne la parole, Caro. Oui, non, c'est bon. Merci, Sébastien. Donc, je pense qu'on va donner la parole à Didier. Je ne sais pas si Didier, tu nous entends. Oui, j'entendais bien, mais j'étais, moi, plus prêt à laisser le mot de la fin à Magali Chemin, qui est avec M. Dufourcq, les animateurs du comité régional Île-de-France, pour le dernier mot. Moi, je remercie Carolina, Sébastien, M. Grillet, enfin tous ceux qui sont avec nous, parce qu'effectivement, on n'a plus de questions auxquelles répondre. Il y a peut-être une ou deux. Madame Jacques, par exemple, qui demande comment est-ce qu'on peut être aidé par un spécialiste DSN. Tout dépend de la typologie de problème que vous rencontrez. N'hésitez pas à utiliser sur Net Entreprise, il y a un formulaire de contact. Ce n'est pas fait pour vous embêter. C'est juste que, comme vous le disiez tout à l'heure, Sébastien, quand vous interpellez la CEPAM avec une problématique, si vous avez vos fichiers des 3 derniers mois, des 3 dernières DSN, ça va simplifier la vie. Là, nous, sur le formulaire, on a toutes les informations dont on va avoir besoin pour essayer de traiter votre question. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. Et ce n'est pas parce que ce sont des formulaires ou des numéros génériques qu'il n'y a pas d'humain derrière. Vous venez d'en voir cet après-midi et avec les problématiques de connexion qu'on a pu avoir les uns ou les autres, ça vous rassure sur le fait qu'effectivement, ce n'est pas non plus totalement déshumanisé. Donc, merci beaucoup pour votre participation à tous et j'ai grand plaisir à laisser Madame Chemin terminer ce webinaire avant de le clore. Vous pourrez y accéder
par le même lien que celui qui vous a permis de venir aujourd'hui. Vous pourrez réaccéder au replay. Ouais, merci Didier pour la présentation, ainsi que Sébastien et Carolina, Alexia, et puis et nos homologues des autres régimes qui ont participé avec nous sur différentes questions. Comme je l'aurais dit, effectivement, pour l'aide, Sébastien Pelletier et Carolina, dans ses réponses, avaient indiqué sur le site Amélie, vous pouvez avoir les contacts sur les différentes CEPAM dont vous dépendez, pour éventuellement avoir aussi l'appui d'un délégué employeur dans certaines régions. Vous pouvez effectivement vous inscrire à des différents webinaires que différentes CEPAM peuvent faire sur plein de thèmes. Et puis voilà, on voit on espère que ça vous a plu, surtout qu'on a pu répondre à des interrogations et de toute manière, 2023, vous serez sûrement conviés en 2023 pour d'autres thèmes et d'autres webinaires. Donc, merci beaucoup à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.